Salut Nico! Bonjour Antoine. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va parler de gestion d'annulation, de lien entre l'hypnose et le sommeil, on va intervenir sur les résistances et au contraire sur les non-résistances. Super, ben c'est parti! Bonjour et bienvenue pour ce 13e rendez-vous de questions-réponses hypnose. Donc j'espère que c'est un chiffre qui vous portera bonheur. Voilà, donc je vous rappelle le principe, vous posez vos questions en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, dans les différentes publications. On récolte vos questions et puis Nico me les pose pendant 1 heure afin que je puisse y répondre tant bien que mal, avec le maximum de précision et le minimum de confusion dans l'idéal. Mais si jamais vous n'êtes pas satisfait de la réponse, eh bien tant pis pour vous. Ou alors vous pouvez vous plaindre ou surtout poser des compléments de questions aussi. Comme ça, on peut revenir sur quelque chose qui a déjà été dit et compléter et faire tout un fil de conversation qui n'en finit pas, qui part à l'infini comme ça. Et par quoi on va commencer aujourd'hui, Nico? Dis-moi. Eh bien aujourd'hui nous commençons par la gestion des annulations. La personne aimerait t'entendre aborder la question, elle sait que ça peut être dû à différentes raisons. Est-ce que tu les considères toutes de la même façon, toi? Et est-ce que tu as une stratégie en lien avec l'aspect thérapeutique, financier, etc.? Alors ça me plaît ça parce que c'est des questions très très concrètes de cabinet, ça fait plaisir. Ouais. J'aime beaucoup les questions évidemment de définition ou les questions théoriques ou les questions de cas bien sûr, mais j'aime beaucoup aussi ces questions vraiment toutes bêtes et très concrètes. D'autant que c'est pas forcément aussi évident que ça en a l'air. Les rendez-vous annulés, c'est rigolo parce que la dernière fois j'avais parlé de la thématique des rendez-vous manqués dans le travail dans le passé. Donc là, les rendez-vous manqués au sens le plus concret du terme, quand on a un rendez-vous et qui se fait pas, il y a plusieurs choses alors à dire là-dessus. Déjà, il y a les lapins, quoi. Je veux dire, quand on nous pose un lapin. Mais à la limite, je vais même pas commencer par ça. Je vais commencer parce que dans la question, les rendez-vous annulés, ça peut déjà signifier une annulation en bonne et due forme, quoi. Quelqu'un qui nous appelle dans un délai raisonnable pour nous dire, voilà, le rendez-vous qu'on a pris dans 2 semaines, je souhaite l'annuler. Ça c'est pas problématique si la personne nous dit évidemment je souhaite l'annuler parce qu'il n'est plus nécessaire, donc on a un retour et ça c'est excellent. Si la personne nous dit en fait j'en ai plus besoin, tout va bien, donc ça c'est merveilleux. Donc rendez-vous annulé peut être égal à cette grande satisfaction, mais je pense pas que ça soit ça la question. Je pense qu'il est plutôt fait référence au rendez-vous annulé qui nous embête bien. Mais par exemple, si en cours de suivi, alors que j'ai le sentiment qu'on est très très loin d'avoir atteint un résultat avec quelqu'un, cette personne annule son rendez-vous et qu'elle me dit clairement qu'elle est déçue ou qu'elle n'est pas satisfaite ou que je sens bien que le rendez-vous est annulé parce que la personne va voir ailleurs ou qu'elle abandonne la démarche. Ça, par exemple, c'est une première chose. Ça fait partie du métier. Mais je peux me poser quand même des questions. À mon avis, qu'est-ce qui n'a pas collé et notamment, par exemple, est-ce que la personne, elle s'attendait à ce que ça soit réglé en 1 séance ou en 2 séances, alors que moi, je savais finalement pertinemment que ça allait prendre plus. Donc, est-ce que j'ai mal communiqué ? Est-ce que j'ai mal posé le cadre au départ ? Est-ce que j'ai pas été clair ? Et est-ce que j'ai posé le cadre peut-être verbalement ? C'est-à-dire, je lui ai dit, vous savez, il y aura besoin d'un certain nombre de séances, peut-être 4 ou 5, ou peut-être même davantage. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager ? La personne, elle peut me dire oui, mais ça peut être un peu en mode cause toujours. Et puis, au bout d'1 ou 2 séances, je vois que finalement, elle est déçue, puis ça n'avance pas, et puis elle espérait que ça soit un coup de baguette magique. Donc c'est une chose de poser le cadre verbalement, mais c'est encore autre chose de mettre en place un dispositif qui impose le cadre dans les faits et pas dans le message. Par exemple, pourquoi pas, si je sais que telle problématique, je la travaille en moyenne sur 5 séances, j'ai qu'à mettre 5 rendez-vous à la personne. Pas forcément lui faire payer les 5 d'un coup, mais en tout cas, bloquer 5 rendez-vous. C'est vachement plus clair et plus concret, donc j'ai moins de chances d'avoir ce genre de déconvenu. Après, ça peut être aussi un mauvais feeling, le courant n'est pas passé ou autre chose. Ça peut être intéressant si on a le sentiment que l'annulation est liée à comme ça à une déception, de demander à la personne clairement, de lui dire je comprends, il y a aucun souci, mais est-ce que je peux savoir juste pour info, je peux vous demander de me dire mais vraiment sans aucun filtre très clairement qu'est-ce qui vous fait changer d'avis. Parce que et puis voilà, comme ça fait des pistes d'amélioration, donc en tout cas ne pas le lui reprocher ou ne pas forcément chercher à la pousser. En général, si c'est le cas, moi je reste disponible, je lui dis très bien, je comprends, sachez que je reste disponible si vous avez besoin de moi, mais je cherche pas à lui dire ah bon mais vous êtes sûr, parce que de toute façon
moi c'est mon métier, la personne me paye, donc il peut toujours y avoir un soupçon de clientélisme, enfin voilà, d'être en train d'avoir peur de perdre mon client justement. Ce qui est pas le cas, évidemment, je m'en fiche, mais si j'essaye de la convaincre de rester, il peut y avoir quelque chose d'un peu ambigu. Donc, dans ce genre d'annulation-là, je dirais, tout simplement, rester disponible pour la personne, et éventuellement étudier qu'est-ce que je peux améliorer pour que les personnes s'engagent dans un suivi jusqu'au résultat. Et aussi me poser la question éventuellement, est-ce que, au fond, est-ce que je serais à sa place, je prendrais pas un peu la même décision, parce qu'il arrive que clairement on voit bien qu'avec une personne, on n'a pas pris sous le bon angle et finalement le feeling n'est pas passé, donc ça peut être une excellente chose qu'elle souhaite arrêter pour aller voir quelqu'un d'autre. Sinon, si la personne annule le rendez-vous avant même que je l'ai rencontré, par exemple, alors là pour le coup c'est différent. Avant, donc j'ai un rendez-vous d'une personne que j'ai jamais vue, puis elle m'appelle pour annuler. Ça peut être que la suggestion a pris, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la prise de rendez-vous, c'est pas forcément que la personne est inconsistante et pas sérieuse, ça peut être aussi que la prise de rendez-vous, c'est ça l'acte symbolique qu'il lui fallait. Ou alors elle a été suggestionnée, à un moment donné, je lui ai dit quelque chose, je lui ai peut-être expliqué que son inconscient allait travailler sur quelque chose, et puis finalement ça a pris, et elle n'a plus besoin de me voir. Donc ça, écoute, tant mieux, hein, si la personne elle annule parce qu'elle n'a pas besoin, elle n'a plus besoin de venir me voir, tant mieux. Tu lui demandes un avis positif à ce moment-là, comme quoi tu as résolu son problème sans même l'avoir ou pas? Ah oui, oui, alors si le problème est résolu sans même l'avoir, on peut lui dire, mais mettez quand même un avis positif. Oui, j'ai trouvé excellent, parce que j'ai même pas eu besoin de le rencontrer pour que mon problème soit résolu. Ou alors, il m'a tellement peu inspiré confiance que j'ai préféré me guérir avant pour pas être obligé de le voir, par exemple. À double tranchant. Ça peut être une chose comme ça. Mais bon, je pense quand même qu'il est plutôt fait allusion au rendez-vous annulé à la dernière minute, ou la veille au soir, ou le matin même, voire aux rendez-vous qui ne sont pas annulés, quand on nous pose un lapin. Mm-hmm. Là, moi, au début de ma pratique, et pendant longtemps quand même, je réagissais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que ça m'agaçait terriblement. J'avais un ressentiment assez négatif, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens, hein, je le vois bien dans les forums, etc. Un ressentiment assez négatif sur ces personnes qui sont pas sérieuses et qui me font perdre mon temps, etc., etc. Ça m'arrivait d'essayer de les appeler, de leur laisser un message sur leur répondeur, soit un message un peu agacé, soit un message un peu culpabilisant, genre non mais si vous avez un souci, je comprends totalement, enfin ce qui peut m'arriver encore de faire, hein, rester à leur disposition, ouvrir la porte, mais globalement voilà, parfois vraiment essayer de les avoir au téléphone, en ligne, quelque part pour régler le problème, enfin pour savoir ce qui se passe, pour savoir s'ils ont une bonne excuse ou pas. Bref, j'étais agacé par ça. Et en réalité, j'ai réalisé que c'était mon problème, que en fin de compte, si je fais ce métier-là, il faut que je tienne compte du fait qu'il y aura un certain pourcentage de rendez-vous qui ne seront pas honorés. C'est comme ça. C'est-à-dire que si j'ai une usine qui fabrique des objets, je sais pas moi, des pelles, voilà. Eh bien, dans mon usine qui fait des pelles, il y aura un certain pourcentage de malfaçons, donc de pelles qui seront mal faites. Le contrôleur, la personne qui contrôle un peu la qualité du travail, elle en foutra un certain pourcentage de côté. Donc dans les chiffres, dans le calcul comptable de départ, il faut tenir compte de cette marge-là. S'il y a 5% par exemple de pertes, il y a 5% de pertes, il faut en tenir compte. Donc, si moi, en montant un cabinet avec des rendez-vous, avec des personnes humaines, je tiens pas compte d'un certain pourcentage de rendez-vous qui seront pas honorés, c'est moi qui suis naïf et qui a une démarche presque immature et qui attend des gens qu'ils soient tout le temps et en toutes circonstances fidèles à leurs engagements et à leurs rendez-vous. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc après, si je suis déçu ou si je dis oui, vous comprenez, ça me fait une perte, moi, d'argent, etc., c'est que j'ai mal calculé mon chiffre, j'ai mal calculé mon tarif, sans tenir compte de ça. Donc en général c'est pas la raison, hein. Il y a clairement pas je connais personne qui soit ruiné par les rendez-vous manqués. C'est plus un sentiment bien d'injustice ou bien quelque chose comme ça. Alors qu'en fait on connaît pas les raisons. On travaille avec de l'humain. Et à plus forte raison avec de l'humain qui est même en détresse pour beaucoup, ou en situation de faiblesse, ou en situation de paresse, mais c'est justement leur problème, bref, avec des gens qui ont des problèmes.
Donc, a priori, on peut encore moins leur demander d'être parfait que par rapport à des gens, je sais pas moi, dans une entreprise qui s'engageraient, qui seraient payés pour... Non, là, c'est différent. On a des gens qui peuvent avoir des peurs, par exemple. C'est-à-dire que la veille, ou le matin même, ou à l'entrée du cabinet, ils peuvent très bien se désister parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de différentes choses. Ils ont peur du changement, ou ils ont peur de nous, ils ont peur de l'hypnose, le local leur inspire plus. On peut avoir des gens qui renoncent pour des questions financières, on peut avoir des gens qui renoncent pour toutes sortes de raisons. Et j'ai envie de dire que, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est de pas se poser la question de savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises raisons. Parce que si je suis dans le truc de la personne doit me donner une raison, et c'est moi qui vais juger si elle a une bonne raison ou une mauvaise raison, c'est que je suis dans un truc très infantilisant, et je perds de temps, de l'énergie à essayer de la juger, il faut que ça soit un cas de force majeure, etc., etc. Ça changera rien de toute façon, là. Si la personne elle est pas là, elle est pas là. Donc il faut que je reste à la limite ouvert au fait de lui redonner un rendez-vous si je souhaite. Si je souhaite pas retravailler avec cette personne, je lui dis tant pis, voilà, vous êtes pas venu, vous êtes pas venu. Mais ça sert à rien d'essayer de régler des comptes. Donc pareil, quand on met sur le site internet des politiques du genre, alors moi je le fais aussi, des politiques du genre tout rendez-vous qui n'est pas annulé 24 heures à l'avance ou 48 heures à l'avance sera dû. Bon, on le met pour essayer de mettre un petit coup de pression, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de lapin, que les gens prennent pas la chose trop à la légère. Mais en réalité, on peut pas facturer un rendez-vous qui n'a pas été, une prestation de service qui n'a pas été rendue. C'est illégal, donc de toute façon, on ne peut pas le faire. On n'envoie pas la facture aux gens si la prestation n'a pas été rendue. Ils ont le droit de ne pas se rendre, ils ont le droit de changer d'avis. Donc ça sert à rien de leur revendiquer, de leur dire « Ah non mais attendez, vous aviez vu, etc. » Ça sert à rien du tout. On les récupérera pas comme ça, c'est mesquin, on perd du temps, on perd de l'énergie, c'est petit, et si on travaille dans ce métier-là, faut pas travailler avec de l'humain sur rendez-vous si on n'est pas prêt à ce que les humains, à ce qu'il y ait une marge de gens qui n'honoreront pas leur rendez-vous. Certains pour de bonnes raisons, d'autres non. Il y en a qui partiront en vacances et puis qui ont oublié d'annuler, ou même qui ont décidé de pas appeler parce qu'ils ont eu la flemme. Il y en a qui ont oublié le rendez-vous. Alors ça, je trouve que c'est une excellente raison, parce que, après tout, quand on oublie un rendez-vous, on est vraiment extrêmement désolé, parce que on a oublié, quoi, on pouvait pas, c'est même pas de la mauvaise volonté, on a oublié. Et puis, à qui ça n'est pas arrivé, surtout. Moi, ça m'est arrivé, souvent, peut-être trop souvent, d'oublier ou de me planter dans l'écriture d'un rendez-vous. Même en tant que praticien, en cabinet, ça m'est arrivé de voir deux personnes arriver et de me dire « Ah là là, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils sont là en même temps, eux ?» Et puis de me planter dans la prise de rendez-vous. Voilà, il y a des ratés. Donc je pense que par rapport aux rendez-vous annulés, aux rendez-vous comme ça, je pense qu'il faut avoir un bon bouquin qui est toujours là en chantier, ou alors faire des siestes, ou alors en profiter, voilà, pour faire de l'auto-hypnose. C'est pas du temps perdu, c'est pas de l'argent perdu non plus, parce que vous avez pensé votre projet, votre plan comptable pour votre cabinet, et donc votre tarification en tenant compte de cette marge. Après, on peut optimiser. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que cette marge, elle soit la plus petite possible, et d'année en année, qu'elle soit de plus en plus petite. Et bien, par exemple, il y a des systèmes de prise de rendez-vous en ligne qui envoient des rappels automatiques, ou alors on peut s'amuser à envoyer des SMS automatiques ou des choses comme ça. Alors les SMS manuels, c'est si on a peu de rendez-vous, si on a peu de séances, on peut le faire. Les rappels, ça marche quand même bien, parce que vous avez tout un pourcentage de gens qui vont dire « Ah, vous avez bien fait de me le dire, j'ai oublié de vous dire que je serais pas là, ou j'ai failli oublier le rendez-vous. » Donc ça marche quand même bien, ça permet de limiter. Moi j'ai des collègues qui me disent qu'ils n'ont jamais de rendez-vous annulé ou manqué. Bon tant mieux pour eux, ça dépend peut-être des régions, du feeling, de plein de choses. Après je sais qu'il y a des régions, moi j'ai longtemps travaillé en région parisienne, je sais qu'il y avait des gens qui étaient spécialistes de prendre des rendez-vous chez plein de gens. Ils prennent des rendez-vous chez vous, et puis ils regardent celui qui va être le plus proche en temps, la personne qui peut les prendre le plus vite, ou la personne qui va être la moins chère, et puis ils annulent pas les autres. Mais c'est comme ça, il faut pas travailler avec l'humain si on veut pas de l'humain mesquin, de l'humain désorganisé, de l'humain maladroit, de l'humain peureux. Si on veut pas de tout ça, il faut travailler avec, je sais pas moi, des machines, il faut travailler avec des plantes vertes, mais ça fait partie du métier. Et sinon, il y avait sur l'aspect thérapeutique, ouais. Si les gens viennent pas, je sais pas trop quel aspect thérapeutique. On peut considérer qu'il y a un problème d'engagement et qu'on veut pas les reprendre parce que c'est pas une personne sérieuse, etc. Moi, vraiment, tout ce qui est moralisation un peu paternaliste, etc., moi, je me tiens à l'écart de ça. Si une personne a manqué son rendez-vous, très souvent, je lui propose quand même la possibilité qu'on se revoie. Tant pis, ça peut arriver, et j'ai pas envie de savoir. D'ailleurs, si les gens me donnent... tentent de me donner une raison et que je peux les en empêcher, j'essaye de les en empêcher. Mais vous comprenez, c'est parce que... Stop, me dites pas, je pars du principe que vous avez une bonne raison, ou j'ai même pas besoin de la juger.
Vous n'êtes pas venu, c'est pas grave, vous n'allez pas venir. Est-ce que vous souhaitez qu'on reprenne un autre rendez-vous, oui ou non? Ce qui est terrible en général. Les gens, ils avaient préparé leur excuse, qu'elle soit vraie ou non, et ils culpabilisent terriblement de ne pas avoir pu la sortir. Non, mais faut vraiment que vous compreniez. Alors, s'ils ont besoin d'écouter, je l'écoute, leur excuse. Mais j'avais un prof d'aïkido quand j'étais adolescent qui faisait ça, quand je lui disais, mais je suis pas venu la dernière fois parce que, hop, il me disait stop. Ça m'est égal, c'est un problème, enfin, ça te regarde, voilà. Et si je trouvais ça horrible, je trouvais ça très culpabilisant. Mais d'un autre côté, voilà, c'est responsabilisant aussi. J'ai pas besoin de savoir et d'évaluer, ah oui, ça c'est une bonne excuse, ah non, ça c'est pas une bonne excuse, surtout que du coup les gens vont mentir pour me donner une bonne excuse. Donc je leur propose de continuer, puis si c'est un peu trop systématique, soit ça fait partie du problème, justement la personne venait pour un problème de ce genre-là, donc ça fait partie du problème, donc je le sais bien, hein, tant pis. Soit je lui dis, je suis désolé, là vous me coûtez plus cher que vous me rapportez, moi je peux pas, il y a des gens qui attendent, ça prend la place de quelqu'un d'autre. C'est pas sérieux, voilà, donc je souhaite plus travailler avec vous, pourquoi pas, je peux lui dire ça. Mais voilà, économisez votre énergie là-dessus, c'est un métier, ça fait partie de la donne, en fait, dans les centres de formation, au moment dans la formation, on devrait en parler, on devrait dire, voilà, vous savez que vous aurez un certain pourcentage, peut-être très faible, ou peut-être assez élevé, ça dépend où vous travaillez et comment, de rendez-vous manqués. Donc prévoyez ça, et ayez toujours un bouquin sous la main à continuer, ayez toujours les articles d'Erickson à relire. Ok. T'avais un truc à rajouter? Non, je sais pas. Non. Très bien. Je te propose de passer à la question suivante. Oui. Bien. Une question qui est assez intéressante, c'est par rapport à l'hypnose et le sommeil. Qu'est-ce que tu penses du lien qu'il y a entre les deux? Je t'ai entendu plusieurs fois donner l'exemple d'induire l'hypnose en disant à la personne de s'endormir. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça peut aider une personne sur les troubles du sommeil aussi, par exemple? Et si ça peut l'aider, qu'est-ce que tu conseilles pour ça d'ailleurs? Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. Il y a l'idée de hypnose et sommeil, et est-ce que l'hypnose peut aider avec les troubles du sommeil, c'est ça? Et est-ce que la suggestion de sommeil peut aider avec les troubles du sommeil? Oui, de ce que j'en comprends, ça peut être ça. Et pourquoi tu utilises tu parles souvent d'hypnose et de sommeil hypnotique. Oui. Oui, alors, ça c'est encore autre chose, oui, très bien. Oui, alors ça, moi j'ai mis du temps à parler de sommeil et à dire dormir, parce qu'on m'avait appris qu'il fallait surtout pas, que c'était la pire des choses au monde, que c'était extrêmement ringard et désuet, simplement ça marche très très bien, donc ça revient pas mal à la mode, parce qu'on est quelques-uns quand même à militer pour le retour de cette suggestion, donc ça finit par prendre, notre lobbying finit par prendre, mais en effet, la suggestion de sommeil, c'est une suggestion, c'est une métaphore, donc elle n'a pas besoin d'être vraie, c'est vrai, l'hypnose n'est pas du sommeil. Physiologiquement, c'est pas du sommeil. On sait pas trop ce que c'est de façon physiologiquement, donc pour l'instant on cherche, mais en tout cas c'est pas du sommeil. C'est pas la même chose que le sommeil physiologique. Tous les auteurs sont d'accord là-dessus, depuis très très tôt d'ailleurs, on l'a compris très très tôt. Simplement, il n'empêche que l'hypnose peut être très facilement obtenue en suggérant à quelqu'un de s'endormir. Donc par la suggestion, on lui suggère de s'endormir, donc la personne va par la suggestion avoir des mécanismes psychologiques qui vont imiter surtout les phénomènes psychologiques du sommeil. D'ailleurs c'est Erickson qui nous dit ça d'ailleurs, que le sommeil physiologique est pour lui, selon lui, un état du corps qui s'accompagne d'un état psychologique. Et finalement, pour lui, l'état hypnotique, c'est l'inverse, c'est le contraire. C'est surtout l'état psychologique qui va imiter, qui va aller dans la direction du sommeil, et éventuellement, le corps pourra lui aussi avoir l'air endormi, mais ça, c'est secondaire. Limite, Erickson, c'est déjà toute une époque, on a avancé là-dessus, mais voilà, en tout cas, il était aussi d'accord avec cette idée-là, qu'il y a d'un côté deux phénomènes différents, mais que l'hypnose s'obtient pas mal en suggérant à une personne de s'endormir, puis dans un second temps, en maintenant le sommeil, tout en réveillant certaines fonctions actives. Donc c'est l'idée de l'imitation du somnambulisme. Et moi j'ai mis du temps avant de pratiquer ça, parce que je faisais partie de cette génération à qui on a appris que, comme l'hypnose n'est pas du sommeil, on n'a pas le droit de demander aux gens de s'endormir. Ce qui est absurde, parce que j'ai probablement déjà pris cet exemple, mais par exemple quand on dit à une personne que sa main est de plus en plus légère et qu'elle s'élève, c'est une métaphore, la main n'est pas de plus en plus légère, sa masse est toujours la même. Si on la pèse à n'importe quel moment, elle pèse toujours le même poids. C'est une métaphore qui produit un effet, celui que la main monte
l'effet que la main monte. Et bien, de la même façon, on peut dire à une personne, et vous vous endormez de plus en plus profondément. C'est une métaphore qui produit un effet, et ce n'est pas le sommeil, l'effet, c'est l'imitation du sommeil qui correspond donc à une phase de l'hypnose. Et c'est vrai que parfois je parle de sommeil hypnotique. Alors quand je parle de sommeil hypnotique, c'est pour le différencier par exemple d'autres états d'hypnose, comme par exemple le somnambulisme ou la transe hypnotique. L'idée, moi j'utilise pas le mot trans hypnotique comme synonyme d'hypnose, trans comme synonyme d'hypnose parce que c'est un anglicisme, je trouve que ça induit en erreur en français, mais je peux l'employer le mot trans, pourquoi pas. Mais en fait, la différence c'est très très simple. Si vous rentrez, si une personne qui n'est pas formée à l'hypnose, donc pas déformée à l'hypnose, on pourrait dire, rentre dans une pièce et voit une séance d'hypnose, qu'est-ce qu'il va se dire ? Est-ce qu'il se dit, oh dis donc, cette personne-là, elle a l'air bien endormie, elle a l'air de faire une chouette sieste, j'aimerais bien dormir comme ça, moi aussi. Donc là, si c'est ce type-là d'hypnose qu'on a créé, bon, peut-être on peut l'appeler le sommeil hypnotique, c'est-à-dire c'est un phénomène particulier de l'hypnose qui est l'imitation physiologique et peut-être même psychologique aussi du sommeil. Si par contre, quand je rentre dans la pièce, je vois la personne, elle est là comme ça, les yeux ouverts, en train de... Par exemple, avec un pinceau imaginaire dans la main, en train de peindre sur un chevalet, comme ça, en hallucination totale. Je rentre dans la pièce, je me dis, oh punaise, je sais pas ce qu'il a pris celui-là, mais ça a l'air fort. C'est une sacrée transe, quoi. Il est en transe, il est exalté, quoi. Donc là, peut-être, on peut qualifier ce phénomène-là, cette forme d'hypnose, de transe hypnotique. Ou de somnambulisme, ça dépend de la forme, ça dépend si c'est plutôt dans l'exaltation ou si la personne est même carrément à l'aise. Je vois qu'elle est bien un peu automate, mais quand même elle est relativement à l'aise, alors il me semblera que ça ressemble plus à un somnambule peut-être. Donc voilà, l'idée c'est de ramener des mots qui ont du sens, un sens commun, en fin de compte, du bon sens, quoi. Mais souvent d'ailleurs dans la tradition, on induit d'abord un phénomène de sommeil hypnotique, puis ensuite on s'oriente vers du somnambulisme. J'avais parlé même de cette structure en parenthèse, là, comme ça, où il y a sommeil, somnambulisme, sommeil, qui est la structure traditionnelle, reprise par tout le monde, par Erickson et par les autres. Donc il y a cette idée-là, donc la suggestion de sommeil c'est une très bonne suggestion, donc ça va accélérer si vous ne l'utilisez pas, mettez-vous-y parce que ça va accélérer, ça va diminuer votre temps d'induction mais largement, et créer des hypnoses beaucoup plus profondes dans beaucoup de cas. On peut s'en passer, on peut très bien faire sans, mais il n'y a aucune raison en fait, c'est une très bonne suggestion. Beaucoup de gens considèrent que c'est l'erreur des anciens, l'archaïsme des pionniers, mais en réalité à mon avis c'est leur coup de génie. Pourquoi ? Parce que, j'en avais probablement déjà parlé mais je le reprends, parce qu'en réalité c'est une sorte de méga suggestion, c'est un gros pack qui comprend plein de suggestions. Dans le sommeil, il y a l'hallucination négative de tout le contexte autour. L'effet bulle, où j'oublie complètement la pièce où je suis, le contact de mes draps, donc une anesthésie totale. Pendant des heures et des heures, qui ne me semble pourtant pas durer des heures et des heures, donc distorsion de la perception du temps. À la fois, il y a du rêve, de la production d'hallucinations, il y a de l'automatisme, je peux me gratter, je peux me retourner sans m'en rendre compte. Bref, il y a des tas de phénomènes hypnotiques, il y a des tas de phénomènes, on va dire plutôt, de phénomènes psychologiques, de distorsions psychologiques, qui sont comprises dans l'idée du sommeil. Et faudrait que je la retrouve ça d'ailleurs. J'ai une citation, je vais essayer de la mettre peut-être dans la description si elle est pas trop longue. Une citation d'Erickson d'ailleurs qui dit suggérer le sommeil parce que c'est une expérience commune aux gens. Ils ont toute une vie d'expérience de sommeil. C'est un mot qui fait sens pour eux et qui est associé à des tas d'idées. Et donc, si vous voulez utiliser les mécanismes de l'autre, respecter ces mécanismes, et bien respecter des mots qui ont du sens pour lui et qui se réfèrent à son expérience, à sa vie précédente, à sa vie passée. Et par exemple, la suggestion de sommeil. Donc voilà, ça c'est pour la relation entre hypnose et sommeil. L'hypnose n'est pas du sommeil, mais la suggestion de sommeil peut créer un certain niveau d'hypnose. Qui, je le précise, n'est pas le niveau le plus profond. Hein. C'est pas plus une personne a l'air amorphe et endormie, plus elle est dans une hypnose profonde. C'est pas vrai, ça peut être un état profond, mais pas forcément. Par exemple, pour faire une anesthésie, James Aisdale parlait par exemple donc au 19e siècle, ces personnes qui faisaient des amputations et autres opérations très lourdes sous hypnose, qui avait monté une clinique. Non, c'est pas lui qui avait monté une clinique, mais il avait monté tout un service. Il avait systématisé l'usage de l'hypnose à l'hôpital de Calcutta en Inde. C'est Eliotson qui avait monté une clinique hypnotique, mesmérique. Mais Aisdale, par exemple, lui parle du coma, de l'imitation, même plus que du sommeil, l'imitation du coma, c'est-à-dire un état vraiment dans lequel, quoi qu'il arrive, même une opération, je peux la subir sans réagir.
On voit, il y a une vidéo d'Erickson, d'ailleurs, je mettrai aussi le lien dans la description, parce que je l'avais mise récemment sur mon blog, où on voit qu'il prépare une jeune femme à une anesthésie, et il lui dit, vous allez rentrer dans un niveau d'hypnose suffisant pour endurer une opération. Donc on voit cette recherche d'une anesthésie. Donc ça peut être une recherche bien particulière, cet état-là, mais en général, par exemple, on considère que l'état le plus profond d'hypnose, c'est le somnambulisme parfait, c'est-à-dire un état qui ressemble à l'éveil, mais qui n'en est pas. Mais bon, ça c'est des détails un peu de définition. Par ailleurs, est-ce que la suggestion de sommeil est utile pour travailler avec quelqu'un qui a des troubles du sommeil, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas forcément de rapport en fait. Les troubles du sommeil, la suggestion de sommeil, c'est pas forcément de rapport. On peut essayer de faire une rééducation du sommeil par une induction du sommeil hypnotique. C'est marrant parce que j'ai fait ça tout à l'heure, donc je veux pas dire que c'est pas possible et que ça n'a pas de rapport, parce que j'ai passé 1h30 à faire ça sur quelqu'un tout à l'heure. Donc justement lui suggérer ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de rentrer dans un état si profond et qu'il puisse endurer une opération, etc., pour avoir un sommeil plus profond, un sommeil où l'inhibition, où les fonctions motrices sont plus inhibées. Mais disons que en réalité, les troubles du sommeil, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais les troubles du sommeil, ça veut pas dire grand-chose. Si, ça veut dire quelque chose, mais c'est un symptôme. Et encore, ça regroupe plein de symptômes. Il y a des gens qui ont du mal à s'endormir, il y a des gens qui s'endorment bien, mais qui se réveillent facilement. Il y a des gens qui font des nuits complètes, mais qui sont pas du tout reposés le lendemain quand ils se réveillent. Il y a des tas de façons de pas bien dormir. Et on considère en plus que, par exemple, si vous avez une personne qui dit « je me réveille 3 fois dans la nuit », et que vous lui dites mais le lendemain, le lendemain nickel, je suis très bien toute la journée, et bien en fait en réalité c'est peut-être juste sa façon de dormir. On considère que si la personne est bien, si elle n'a pas de problème, il n'y a pas une façon idéale comme ça qui devrait être la même pour tout le monde de dormir. Ça peut être une personne qui est décalée dans ses horaires, tout simplement, et qui essaie de se recaler mais qui n'y arrive pas. Enfin, il y a plein de façons de mal dormir. Et il y a plein de raisons pour ça. En général, ce qui peut être intéressant, c'est quand même de faire un bilan nutritionnel d'abord, parce que les gens ne font pas forcément le lien, mais vraiment la façon dont ils s'alimentent en sucre lent, en caféine évidemment, enfin tout ce qui peut fournir de l'énergie ou qui peut être des psychotropes, etc. Ça peut être vraiment très important. La question sur l'hygiène en général, c'est-à-dire est-ce que la personne elle passe toutes ses soirées sur un ordinateur. Enfin il y a des causes immédiates. Mais bien souvent, il faut quand même admettre que c'est un travail plus profond qui va être derrière ça. C'est-à-dire qu'on n'a que la personne se plaint de ça, mais il y a quelque chose derrière. Probablement, par exemple, tout bêtement, je sais pas moi, une personne qui, son sommeil s'est détraqué il y a 15 ans parce que quand elle a eu des bébés, et puis 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, il s'est jamais remis. Donc évidemment la cause n'existe plus au présent, mais il n'empêche que voilà, il y a une vigilance qui s'est créée, qu'elle a appris à avoir à ce moment-là parce qu'elle était utile pour pouvoir se réveiller, être à l'affût des besoins de ses enfants. Cet apprentissage a empiété sur la qualité de son sommeil, mais c'était pas grave, c'était pas la priorité à l'époque. Cet apprentissage n'est plus actuel. Comment est-ce que je peux faire pour le mettre à jour ? Donc ça c'est pas compliqué. Je veux dire, dans une hypnose assez profonde, on peut discuter de ça avec la personne et lui demander si elle est d'accord pour trouver les solutions pour la mettre à jour. Ça se fait assez bien. En quelques séances, en général, on obtient d'excellents résultats. Ça peut être aussi une personne qui, je sais pas moi, s'est fait agresser un jour ou s'est fait cambrioler un jour à 3h du matin, et puis toutes les nuits à 3h du matin, il y a un truc qui a un rappel. Donc là, pareil, il y a une sorte de phobie qui s'est créée, c'est-à-dire une programmation d'un système de défense. Non pas une phobie d'un objet, mais une phobie d'une heure. C'est-à-dire 3h du matin devient un objet de peur et il faut s'en protéger. Donc il y a une nouvelle vigilance qui arrive. Après, vous avez des gens qui sont hyper vigilants en permanence, donc leur stress dans la journée, leur anxiété qui fait qu'ils sont extrêmement à l'affût de ce qui se passe autour d'eux, donne lieu à un sommeil qui est le sommeil le sommeil de la... Non pas le sommeil du... Comment dire ? Non pas le sommeil du lion qui sur sa butte sait que de toute façon il n'a pas de prédateur et qui peut dormir au regard de tout le monde en pleine journée pendant 20 heures, il s'en fiche. Mais plutôt le sommeil au contraire de la gazelle qui va essayer peut-être de fermer les yeux une fraction de seconde, mais qui doit rester sur le qui-vive pour pouvoir déguerpir à l'arrivée du moindre prédateur. Donc vous avez des personnes qui sont, de toute façon, qui fonctionnent plus comme la gazelle que comme le lion, qui sont tout le temps sur le qui-vive. Donc en journée comme la nuit. Donc en fin de compte, leur problème, il n'est pas tellement la nuit, il est en permanence, l'hypervigilance.
L'hypervigilance, d'ailleurs, j'en avais parlé dans un autre podcast. Alors, je me contenterai peut-être de mettre le lien pour voir, et puis si quelqu'un, pour voir si ça peut suffire, et si quelqu'un a des questions là-dessus, on pourra en reparler. Donc, bref, il y a plein de raisons, et je pense que globalement, quand même, il faut rarement aborder le sommeil lui-même, dans un premier temps. Cela dit, une fois que... Si par exemple une personne me dit j'ai extrêmement bien dormi jusqu'il y a 2 ans, et puis il y a 2 ans il s'est passé ci ou ça, et puis depuis je dors moins bien, par exemple un gros stress professionnel, un burn-out ou quelque chose comme ça, bon bah là, clairement la personne elle a la compétence, et on va pouvoir la retrouver en quelque sorte. Une régression d'ailleurs peut faire très bien l'affaire. Si la personne me dit par contre j'ai jamais bien dormi, j'ai jamais appris à bien dormir en fin de compte, même enfant déjà je faisais pas bien mes nuits, etc. Là c'est différent, il y a une éducation à faire, il y a un apprentissage à faire. Donc là en effet on pourra même passer par des suggestions directes éventuellement, dire à la personne en hypnose profonde, voilà j'aimerais que vous dormiez de telle heure à telle heure profondément et sans vous réveiller sauf cas de force majeure. Donc la personne est pendant X temps. Donc la personne va dormir, elle va obéir à ses suggestions et elle va avoir un très bon sommeil, non pas parce que son problème est réglé, mais parce que on l'a exigé. Donc au-delà du délai qu'on a proposé, ça va s'arrêter. Mais dans un premier temps, ça permet que son cerveau il comprenne comment ça se passe un bon sommeil, que la personne elle sache qu'elle en est capable et qu'elle gagne confiance en elle-même. Et dans un second temps, on va pouvoir lui permettre de s'approprier ça. Désormais vous avez ces 2 options, quel choix vous faites ? Mais maintenant c'est votre choix. Ce qui peut être pas mal en ce cas-là, c'est qu'elle puisse activer ce choix par un ancrage très simple. Par exemple, soit souhaiter m'endormir sans rituel, soit accéder à mon rituel, par exemple chanter telle chanson qui va me remettre dans mon état d'auto-hypnose et me refaire une nuit de sommeil parfaitement appropriée. Du coup, la personne a le choix, soit faire une nuit à l'ancienne, mais du coup, elle est responsable, soit faire une nuit, mais ça lui permet une nuit comme on lui a appris à les faire. Mais du coup, elle est moins esclave. On lui a redonné du choix à travers un bouton sur lequel elle peut appuyer. Une sorte, comme elle prendrait son somnifère. Il y a ça, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Si, un truc que je fais souvent, moi, c'est de donner aux gens un exercice d'auto-hypnose, mais non pas à faire dans le lit au moment de s'endormir. Parce que finalement, ça peut être à double tranchant. Parfois, les gens sont si détendus qu'ils se réveillent une demi-heure après en pleine forme. Donc, ça peut être à double tranchant, l'auto-hypnose pour s'endormir. Mais plutôt dans la soirée, une demi-heure avant, ou 1 heure avant, ou 2 heures avant, ou même parfois en rentrant du boulot, pour casser, pour se mettre en mode soirée, ou pour se mettre en mode je vais m'endormir bientôt. Donc, ils font leur petit rituel d'auto-hypnose, un truc en général assez simple, genre une balade dans un lieu, mais y être suffisamment pour se couper du reste. Ou alors un petit piquage le piqué du nez, quoi, une petite micro-sieste très rapide. Et puis, je programme durant la séance que, à chaque fois qu'ils feront ce rituel, les heures qui suivent seront un long compte à rebours, les minutes qui suivent seront un compte à rebours jusqu'à l'endormissement où la fatigue continuera de monter et tout en eux aura de plus en plus envie d'être là-bas dans ce lit, les yeux fermés pour dormir. Qu'ils s'y préparent à l'avance, que le moment où ils vont s'allonger et fermer les yeux ne soit pas le début de l'endormissement, mais plutôt au contraire l'aboutissement de l'endormissement, comme quand on est très fatigué. Il y a ça, je dirais aussi que donc il y a la qualité du sommeil, la profondeur du sommeil. Je parlais de cet effet de bulle et de l'épaisseur de la bulle. C'est marrant parce que je mettrai la référence de Boris Sidis, qui était un auteur que Erikson cite beaucoup d'ailleurs, parce que c'était quelqu'un de très influent, qui travaillait aux États-Unis mais qui était d'origine russe, il me semble. Et qui, d'ailleurs, le fils de Boris Sidis, était un très célèbre à l'époque, un très célèbre enfant génial, précoce, hyper calculateur, etc., un peu un phénomène de foire. Mais Sidis était un très grand chercheur, un très grand psychologue, et que Erikson cite abondamment et qui est très intéressant de lire. Et Sidis dit quelque chose que Pavlov dit aussi, c'est que, un peu différemment, c'est que l'hypnose est d'autant plus profonde que la stimulation, qu'on est stimulé par quelque chose de monotone, mais intense. Et c'est intéressant, quand j'ai lu ça m'a beaucoup questionné, mais je trouve ça très intéressant parce que, par exemple, en fait, si vous regardez le sommeil d'un bébé, un bébé qui s'endort alors qu'il est en mouvement, par exemple en voiture ou en poussette, ou alors qu'il y a beaucoup de bruit autour, genre au milieu d'une soirée, etc., il va, à ce moment-là, pour arriver à s'endormir, il va chasser tout ça, toutes ces stimulations, il va les chasser loin, il va se créer un calme intérieur, un silence, il va devenir sourd à ces bruits, il va se percevoir comme immobile, enfin bref, il est plus sensible à toutes ces stimulations-là. Et du coup, il a créé une bulle si épaisse que derrière, il n'y a pas grand-chose qui puisse le réveiller, en fin de compte. Il aura un sommeil souvent très profond et assez durable.
Tandis que s'il s'endort immobile tout seul dans son lit et dans le silence, il y a plus de chances que le moindre grincement, quand vous essayez d'endormir un bébé par exemple, et qu'ensuite vous partez à pas de loup comme ça, le moindre grincement de parquet, et puis le bébé il se réveille parce qu'en fait c'est trop calme quelque part. Donc le grincement de parquet, il s'entend. Il vaut presque mieux laisser une musique, une radio, quelque chose. Et en réalité, c'est la même loi qui fait que, en effet, l'hypnose peut être plus profonde, alors plus longue à créer, parce que la bulle, si elle est plus épaisse, elle est plus longue à créer, mais si c'est pas calme, ça peut être plus profond. On est moins gêné par les bruits s'il y avait des bruits dès le départ. Comme quelqu'un qui s'endort devant sa télé, par exemple. Il va, au bout d'un moment, ne plus entendre sa télé. Mais il va être réveillé par quoi ? Pas par un bruit, par un silence. Par exemple, si quelqu'un arrive et éteint la télé, ça va le réveiller. Donc c'est pas une question de volume de la stimulation, c'est une question de est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle n'est pas là. Donc pourquoi je disais ça, je sais plus. Oui, si, parce que ça peut être un des éléments pour approfondir le sommeil, c'est-à-dire que le sommeil soit une bulle plus profonde, permettant à la personne de ne pas être dérangée. Souvent, elle s'est habituée pour régler ses problèmes de sommeil à mettre un masque sur les yeux pour n'avoir aucune lumière, un environnement extrêmement calme, et des boules quièces dans les oreilles, etc. Du coup, son cerveau va se contenter de très peu de choses, parce que pour créer du silence, c'est déjà silencieux, donc il n'a pas besoin de grandes distorsions psychologiques et sensorielles. Pour créer de l'immobilité, il est déjà immobile. Pour créer du calme, c'est déjà calme. Donc bon, il va pas avoir besoin de créer un sommeil très profond pour le reposer. Le problème, c'est qu'au moindre bruit, au moindre truc, au moindre grattage, la personne va se réveiller. Donc ça peut être intéressant de lui apprendre à rentrer dans des états qui sont comme si elle était dans un environnement perturbé. Ça, c'est une chose. Et puis, un autre truc auquel je pense, c'est la dissociation entre le corps et l'esprit. C'est souvent les personnes qui ont un sommeil assez léger, finalement, elles ont le corps, pas toujours, mais souvent, elles ont le corps assez agité. Si elles rêvent qu'elles courent, leur cœur va s'accélérer, elles peuvent transpirer, se réveiller en sueur, avoir des mouvements dans les jambes, etc. Alors qu'une personne qui a un bon sommeil, il a une inhibition des fonctions motrices qui est bien profonde, on va dire, et il peut rêver qu'il court, il peut rêver qu'il est pourchassé par des tueurs, etc., il peut être en panique intérieurement. S'il se réveille, il va se rendre compte que son cœur est tranquille, qu'il est bien, il était là dans son lit, d'ailleurs il a même peu de chances qu'il se réveille en fin de compte. Il a absolument, c'est le contraire d'un somnambule, il a aucune fonction somnambulique, alors pour le coup. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler en hypnose, notamment grâce à la paralysie, grâce à la catalepsie, vraiment immobiliser le corps et autoriser les pensées à s'émanciper de ça. Et on peut entraîner une personne à avoir une dissociation de plus en plus grande entre, d'un côté, ses pensées, qui peuvent être libres de rêver de choses et d'autres, et de ruminer toutes sortes de choses, même chiantes, je veux dire, même les problèmes de la journée, ou de refaire le match de l'engueulade avec le patron, peu importe, le corps, lui, il s'en fout, il est indifférent, il fait sa tambouille, c'est-à-dire, il dort, et puis, un point, c'est tout. Donc c'est apprendre à la personne cette indifférence du corps par rapport aux pensées, qui est typique de la nuit, qui est du sommeil, et le réveil, c'est l'inverse. Le réveil, c'est au contraire c'est quand l'un et l'autre fusionnent à nouveau. Donc voilà ce qui me vient à l'esprit sur la question du sommeil, qui va souvent de pair avec la question d'une mauvaise qualité de réveil d'ailleurs, mais bon. On pourrait dire plein de choses là-dessus, c'est un thème passionnant et il fait partie des demandes les plus fréquentes, mais en réalité qui cache souvent quand même un autre problème que cette demande-là. Hein. Ça peut être aussi une préoccupation. Par exemple, vous avez des personnes qui dorment mal pour des raisons qui sont... vous pouvez rien y faire. Ils dorment mal par exemple parce que ça se passe très mal dans leur couple en ce moment et ils sont sur le point de divorcer. Bon, vous pouvez toujours les aider un peu à avoir un meilleur sommeil, c'est déjà ça. Mais il y a des chances quand même que cette thématique qui les préoccupe en ce moment les préoccupe et les empêche un peu de dormir. Ça arrive dans une vie. Il y a des périodes où le sommeil est perturbé par une page de vie un peu compliquée. Aussi, j'ajouterais d'ailleurs quand même que c'est hyper intéressant de travailler sur le sommeil au moment de la ménopause aussi et d'autres perturbations hormonales. La grossesse évidemment, enfin accompagner les personnes dans des étapes de vie comme celle-ci sur la question du sommeil, c'est vraiment très intéressant. Ok, t'as bien brossé la question. Je te propose de passer à la suivante. Oui, avec plaisir. Non, attends, j'aimerais rajouter un petit truc. Je sais pas ce que j'ai vas-y. Sur le sommeil, je pourrais faire des heures. Étale-toi. J'aimerais rajouter un petit truc, c'est que ça peut être un très bon angle aussi de travail si on ne souhaite pas aborder quelque chose un peu trop directement, justement. Dire à une personne, j'en ai déjà parlé, mais c'est l'occasion de le répéter à ce moment-là,
Par exemple, une personne qui est stressée et qui a du mal à dormir, on se dit bon bah c'est parce qu'elle est stressée qu'elle a du mal à dormir, on va travailler sur le stress. Oui, mais si elle a l'air de tenir à travailler sur le sommeil en premier, on peut très bien travailler là-dessus aussi, parce qu'il y a des chances que si elle fait les meilleures nuits, les nuits plus profondes, même si elles sont artificielles, même si elles sont liées à des suggestions directes, il y a des chances qu'elle soit plus reposée, et que peut-être elle sera moins stressée, ou moins par exemple émotive, si on a une personne qui est émotive. Il y a des chances qu'une personne mieux reposée gère mieux ses émotions, ou par exemple résiste mieux à ses addictions. Donc même à une personne par exemple qui est boulimique, ça peut être intéressant de travailler sur la qualité de son sommeil si elle a un sommeil qui n'est pas bon, parce que si elle a un très bon sommeil déjà, c'est pas un angle. Mais si on a une personne qui est boulimique et qui est insomniaque, la qualité de son sommeil peut être un angle pour permettre une amélioration générale de toute façon de toutes ses fonctions, ou dans une période un peu difficile où elle a du mal à prendre une décision. Donc elle a du mal à prendre une décision, du coup ça l'empêche de dormir. Oui, mais si cette personne, elle avait au moins 3-4 nuits d'affilée d'un sommeil naïf et reposant, vraiment reposant, peut-être qu'elle aurait l'esprit plus clair pour mieux réfléchir à la situation et prendre une décision importante pour elle. Donc ça peut être un bon angle d'attaque, et ça peut même être une très bonne façon de dire, bah voilà, moi je travaille sur de la relaxation, du bien-être, pour les personnes qui veulent pas travailler sur du thérapeutique pur, travailler sur de la relaxation, du bien-être et de la qualité du sommeil et du repos. Voilà, c'est mon angle, et comme ça, quelque part, c'est un travail très indirect. C'est-à-dire que moi, je vous offre de la qualité de repos, je vous offre d'être mieux, ce que vous en faites de ce mieux-être, ce que vous en faites de l'énergie dont vous disposez, et comment vous la mobilisez pour résoudre par vous-même vos troubles. Ça me regarde pas d'une certaine façon. Ou par exemple, faites une psychothérapie avec quelqu'un qui fait par exemple des TCC, moi je m'occupe de vous faire mieux dormir. Résultat, vous serez plus reposé et votre psychothérapie sera plus efficace. Ça peut être aussi comme ça dans un travail un peu pluridisciplinaire, de s'occuper juste du sommeil. Ça peut être pas mal, et de travailler aussi sur pourquoi pas des micro-sommeils aussi, les sommeils de skipper, un peu les micro-sommeils, apprendre une auto-hypnose reposante. On dit parfois que, je sais pas, il y a des gens qui disent une minute d'hypnose égale 3 heures de sommeil, on entend plein de chiffres comme ça. C'est pas forcément vrai, ça dépend ce qu'on fait dans l'hypnose. Si on y fait beaucoup de travail, en général, les gens ils sont crevés après une séance et ils disent « Ah, il faut que j'aille me coucher ». Mais ça peut être vrai. Si on fait cette suggestion, ça peut être extrêmement reposant. Donc pourquoi pas apprendre une auto-hypnose aux gens qui soit une façon de gagner du repos aussi à différents moments de la journée. Ça peut être pas mal aussi parce qu'il y a moins l'angoisse de la nuit, il y a moins des choses comme ça. Après, s'il y a des cauchemars récurrents, etc., il peut y avoir des traumas, et là, ou des psychotraumas, des choses comme ça. Bon, là, c'est encore autre chose, hein, c'est un travail de fond. Mais voilà, c'est tout ça pour revenir sur ce truc que j'ai souvent dit déjà. Le travail de fond, c'est une chose, et c'est très intéressant, mais ça n'exclut pas aussi qu'un travail d'apaisement superficiel puisse être aussi extrêmement valable, et parfois même amener un changement de fond. Donc voilà ce que je voulais rajouter, rapidement. Voilà. Bien. Alors, je vais te poser la prochaine question. Une personne qui aimerait bien que tu reviennes sur la question des résistances. Alors, par rapport à deux choses. La première, ce serait en lien avec la confiance que la personne attribue au praticien. Et la deuxième, ce serait plus le côté, le temps qu'on laisse en fait à la personne pour vivre une suggestion qu'on lui fait. Par exemple, si on suggère la lévitation et qu'on attend en silence, des fois la personne a l'impression que par manque de confiance, on peut remplir le silence de paroles et que c'est contre-productif. D'accord. Bon, c'est un gros thème, la résistance. J'aurais pas dû m'étaler autant sur le sommeil, mais enfin, tant mieux, c'est bien. Alors, bon, ça va me donner l'occasion de parler des résistances en général, parce qu'il me semble qu'on en a pas quand même beaucoup parlé, alors que c'est vraiment un très gros thème. Pendant longtemps... On était sur du spécifique, effectivement. Ouais, j'ai dû en parler à l'occasion sur des choses très spécifiques. Pendant longtemps, moi, je tenais un discours un peu, voilà, dès qu'on parlait de résistance, je disais, il n'y a pas de résistance, voyons, il n'y a que des praticiens incompétents, ou des choses comme ça. Bon, ouais, c'est sympa, c'est des slogans, mais ne pas nommer quelque chose, ça empêche aussi parfois de le résoudre et de comprendre de quoi on parle quand on parle de résistance. Quand un praticien en hypnose parle de résistance, il parle bel et bien de choses qui lui résistent a priori, c'est-à-dire soit pour l'induction, soit pour le changement, mais j'essaye des choses et puis ça me résiste, j'y arrive pas. Alors certes, oui, c'est souvent une question de compétence, mais quand on a dit ça, voilà, oui certes, mais ça n'empêche qu'il y a quelque chose qui me résiste. Donc c'est pour ça que quand on parle de résistance, je pense qu'on est quand même un peu obligé de parler de résistance avec un S, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui rentrent dans cette catégorie-là. Il y a vraiment, et donc
il y a une première chose qui est, on va dire, les résistances liées à l'hypnose elle-même. C'est-à-dire que d'abord, l'hypnose est porteuse de certaines peurs, certaines appréhensions. Par exemple, la peur de révéler des secrets ou de faire des choses embarrassantes. Donc c'est normal que les personnes qui n'ont jamais fait l'hypnose, la première fois qu'ils en font, aient une certaine résistance, c'est-à-dire une certaine contrôle qui viennent s'imposer ici. À la limite, c'est plutôt le signe que ça marche. C'est-à-dire plus la personne rentre dedans, plus il y a une part d'elle qui va s'exciter à essayer de contrôler, se stresser ou observer l'expérience. Plutôt bon signe au départ. Et puis petit à petit, avec l'entraînement, avec l'approfondissement, ça va être de moins en moins le cas. La personne va s'habituer, quoi. C'est normal, elle va être de plus en plus à l'aise. C'est une sorte de trac du débutant, en fin de compte, qui est tout à fait légitime. Étant donné plein de choses, étant donné ce que porte le mot hypnose, étant donné la nouveauté, étant donné la nature du travail aussi, que la personne vient exposer, voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, c'est normal. Moi, la plupart des gens, la première fois qu'ils viennent et la première fois qu'ils commencent à rentrer en hypnose, la plupart ils sont un peu stressés, quoi. Ils ont une forme de stress ou de résistance dont ils s'excusent souvent. À la fin de la première séance, souvent ils disent « je suis désolé, j'étais très résistant ». Alors que ça a duré peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et puis qu'après ils se sont peut-être laissés aller. Et puis il y a des gens qui vont garder cette forme de résistance pendant toute une séance, mais c'est pas grave, c'est normal. Il y a les résistances... il y a également les résistances liées à l'hypno lui-même, au praticien, c'est-à-dire qu'on peut me résister à moi, dans le sens où il y a une personne qui peut pas se sentir très en confiance, notamment par exemple si je suis très frontal, ou si je fais mon malin, si je veux absolument avoir raison sur tout, ou si j'utilise des techniques un peu trop commerciales pour essayer de lui ressembler, ou de le feinter, ou j'essaie de trop vendre mon produit. En général, ça peut créer des résistances. Si je suis trop intrusif, si je coupe la parole tout le temps, il y a des tas de choses qui peuvent être des résistances liées à moi. Ça, c'est pas toujours évident d'avoir du recul dessus. C'est bien en ce cas-là de filmer des séances et de les regarder avec son superviseur. Et un superviseur qui va être franc et qui va dire, écoute, moi là, à la place de la personne, je réagis pareil. Là, tu vois comment elle s'est tendue là ? Bah oui, mais regarde ce que tu viens de lui couper la parole pour lui donner une leçon de vie alors qu'elle était en train de te confier quelque chose d'intime. Donc c'est pas toujours facile à entendre, mais ça peut être vraiment intéressant de regarder si nous aussi on crée pas des résistances par notre attitude. Moi j'ai longtemps cru que j'étais pas réceptif, parce qu'on m'abordait comme ça, on m'abordait de façon très frontale, à base de ah ouais tu résistes, c'est ce qu'on va voir. Et on me mettait aussi alors très frontal et à la fois, en fait très viril et musclé, et à la fois par des tas de techniques. Et moi j'avais appris l'hypnose, donc je les connaissais les techniques. Des techniques indirectes. Donc forcément mon cerveau s'excitait pour essayer de les démêler. Et en fin de compte, j'étais malgré moi résistant, mais c'était pas ma faute en fait. C'était la façon dont on m'abordait qui créait des résistances. La première fois que je suis parti vraiment comme une fleur, c'est la fois où un collègue, Gérald Vassel, si tu écoutes, voilà, petit clin d'œil, et qui m'a pris avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'humilité, et je suis rentré vraiment hyper facilement. C'était extraordinaire, et j'ai eu des effets à cette séance parce qu'elle était plus profonde. Et puis après j'en ai eu d'autres, des expériences concluantes, mais il a fallu ça. Il a fallu quelqu'un qui y aille avec simplicité. Donc il y a la résistance au praticien lui-même, et à la méthode aussi. Hein. Ça, Erickson insiste beaucoup là-dessus pour le coup. Il y a des méthodes, si j'ai une idée en tête, je vais essayer de faire rentrer la personne dedans. Genre, l'hypnose, ça doit se faire les yeux fermés. Ben ouais, mais il y a des personnes qui rentrent hyper bien en hypnose, mais très profondes, les yeux ouverts. Et si vous leur demandez de fermer les yeux, ils sont pas à l'aise. Et du coup, ils tiquent. Et c'est dommage. Ou pareil, debout, par exemple, une personne qui réfléchit énormément, vous la mettez debout, et bien elle a plein de sensations en provenance de son corps, et probablement elle va se laisser aller beaucoup mieux. Donc si moi j'ai une vision très étriquée de l'hypnose et que je veux absolument faire rentrer les gens dans ma vision de l'hypnose c'est les yeux fermés, l'hypnose c'est ceci, l'hypnose c'est cela, il y a de fortes chances que dans le lot il y a des gens, ça leur convient pas parce que j'ai pas une vision, j'ai pas assez d'ouverture d'esprit de ce point de vue-là. Donc ça peut être une résistance à la méthode qui est proposée, qui ne convient pas à la personne. La résistance, dans la question, il y avait la question du temps, du silence du temps, de la lévitation du bras, donc c'est clair, il faut être honnête quand même, c'est très 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 souvent une question de temps, la résistance aussi. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'une personne est résistante parce qu'on lui laisse pas assez de temps. Par exemple, je mets une main en catalepsie et je lui dis, quand je lâcherai votre main, elle va monter toute seule, jusqu'à votre visage. Puis je la lâche, je vois qu'il se passe rien, une minute après je suis là, j'insiste, et elle monte de plus en plus, comme si elle avait accroché des millions de ballons d'hélium accrochés à votre poignet, comme si elle était légère. Et en fait, c'était logique de la question d'ailleurs, et c'est tout à fait juste. Là, je montre, ouais. Je dis quoi ? Je dis votre main monte, et
j'ai des gros doutes sur la question. En fait, en gros, ce que je dis, c'est ça. En gros, je dis, j'y crois pas une seconde. Du coup, c'est pour ça que j'insiste. C'est-à-dire que j'exprime mon doute, et forcément, ça met une pression à l'autre, et plus on met de pression à l'autre, plus il est vigilant au phénomène, plus ça va mettre de temps, voire ça va bloquer. Je lui mets de la pression, quoi. Alors qu'à la limite, il vaut mieux soit se taire, avec une grande confiance, pourquoi pas, votre main va monter, puis je me tais, et puis j'attends. Mais cela dit, la personne peut se sentir un peu trop présente, ça peut quand même lui mettre une pression, le silence. Soit faire diversion, votre main va monter toute seule. Tenez, pendant ce temps-là, dites-moi, vous êtes venu comment? En bus? Ah bon, vous avez pris quelle ligne? Ah d'accord, il y avait du monde ce matin? Non, d'accord, ah bah oui, parce qu'en ce moment... Et hop, on parle de choses et d'autres, et il y a de fortes chances que pendant qu'on parle de choses et d'autres, le processus inconscient se fait d'autant mieux. Bon, ça peut être ça peut être d'autres choses. Donc je peux parler, au contraire, hein. Ça peut être bien, ça évite que la personne entende ses propres pensées, mais je parle pour rien dire, c'est-à-dire je parle pour laisser du temps. Donc ça, c'est une chose. C'est pas forcément le silence pour le silence, pour faire des grandes envolées lyriques sur le silence, la qualité du silence. Voilà, en général, pour parler du silence, on est obligé de le rompre. Hein. Oh, le silence, c'est formidable, hein, les gens qui se taisent, hein, y a pas mieux. Bon, bref, c'est bien beau, et ça peut avoir en effet de la valeur, mais ce qui est vraiment valable, c'est souvent le temps. Donc, même si je le remplis, même si je viens du remplissage, ça peut aider la personne, mais je laisse quand même du temps au phénomène pour se faire. Parce que si au bout d'une minute, la main, elle n'est pas montée assez, et que je dis, bon ben, vous êtes résistant. En réalité, la personne n'est pas résistante, c'était en train de se faire. Peut-être que cette personne, il lui fallait 10 minutes ou un quart d'heure pour avoir une lévitation du bras, ou une heure. C'est moi qui ai proposé un truc et qui suis pas prêt à l'assumer derrière. Donc, en effet, c'est souvent une question de temps. Et c'est pour ça que le mot résistance, il n'est pas synonyme de blocage, il est positif. Il y a une résistance dans le sens électrique du terme, presque, qu'on pourrait presque mesurer en ohm. C'est-à-dire que la suggestion va prendre un certain temps pour donner lieu à une réponse chez la personne. Et chez cette personne-là, ça prend un peu plus de temps. Donc, c'est moi qui suis résistant à sa lévitation par mon impatience. Donc, c'est souvent ça, en fait, le truc. Pareil, si une personne, par exemple, me dit « je suis très inconfortable sur votre fauteuil », et que je lui dis « bah tant pis, démerdez-vous, vous êtes sur le fauteuil, imaginez que vous êtes confortable, ou ça serait comment si vous étiez confortable ?» Je suis en train d'être résistant à ce qu'il me dit. Il me dit un truc tout simple, il me dit « vous avez pas un autre fauteuil, on peut pas se mettre debout, on peut pas s'asseoir par terre ?» Enfin, c'est pas bien compliqué, c'est moi qui suis résistant à ce qu'il est en train de me dire. Donc il faut savoir aussi quand même être un peu ouvert. Mais tout à l'heure, je parlais quand même de la peur du travail, c'est-à-dire que la résistance n'est pas toujours non plus technique ou par rapport à l'hypnose, c'est aussi que la personne, elle vient parfois pour travailler sur quelque chose qui lui est intime, qui est profond, qui risque de changer sa vie, et il y a des parts d'elle qui ont peur aussi de ce qui pourrait arriver, qui appréhendent ça, ou qui ont le trac, ou parce que ça fait un moment qu'ils en rêvent, ou qu'ils ont programmé le rendez-vous, etc. Donc bon, tout ça, ça rentre en jeu, donc c'est tant mieux, c'est très bien. Donc là, pareil, pas brusquer. Plus je veux brusquer la personne vers l'hypnose, plus il y a des chances qu'elle se braque et qu'elle freine. Alors que si je lui dis, bah, on va prendre tout le temps nécessaire pour aller vers l'hypnose, il y a des chances qu'au contraire, elle se dise, bah non, allons-y, quoi. Et c'est pareil pour le changement. Plus je veux pousser la personne à être heureuse, à changer plein de choses dans sa vie le plus vite possible, comme un coup de baguette magique, plus il y a des choses à l'intérieur qui risquent de dire « oh là là, attendez, pas si vite ». Moi, c'est beaucoup de choses pour moi quand même, et donc elle risque de résister. Tandis que si je lui laisse le bon temps pour changer, à ce moment-là, elle ira beaucoup plus volontiers. Et puis, je pense à un aspect aussi qui est celui de garder la face. Il y a des choses qu'on peut considérer comme des résistances, mais qui sont en réalité pas des résistances. Par exemple, si j'ai une personne qui arrive, disons que j'ai un mec qui arrive et qui me dit « bon, alors, vous savez, votre truc là, si ça marche, je vais faire de vous un homme riche. » Je me dis « ah, mais il me lance un défi, donc c'est une forme de résistance. » Et puis là, il me dit « attendez, parce que moi, j'en ai essayé des thérapies, des machins, des conneries comme ça, il n'y a rien qui marche sur moi. » Punaise, alors là, je trouve quand même assez... oh bah dis donc, il est pas très gentil avec moi, il est pas très bienveillant. Et puis, l'hypnose, j'y crois pas trop au fond. Oh bah là, quand même, il y a de fortes chances qu'il soit résistant. Bah non, pas du tout en fait. D'abord, il est là. Donc bon, c'est qu'il y croit quand même. Et puis il me confie quand même quelque chose. Donc il faut regarder les faits, pas les paroles. Puis c'est peut-être juste quelqu'un qui sait que dans 5 minutes ou dans 10 minutes ou dans un quart d'heure, il sera comme un petit garçon en train de pleurer sur ses problèmes de dépendance affective, et ça sera adorable et mignon, mais ça sera voilà, une forme une façon de donner quelque chose de très pudique.
Et donc il a besoin, pendant 5 minutes, de donner le change, de garder la face, de dominer un peu, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, en ce cas-là, l'accepter, laisser faire, et dire « Ah oui, bah oui, vous avez raison, bah oui, tout à fait. » Bon, c'est fini votre manège, mais faut pas essayer forcément de montrer qu'on l'a vu, mais simplement on laisse cette phase-là se faire. C'est une sorte de négociation, la personne me dit « Ok, en gros, qu'est-ce que me dit la personne ?» Elle me dit « Je vais y rentrer dans votre truc, mais... s'il vous plaît, acceptez mon truc, acceptez ma négociation, acceptez ce que je vais faire au départ, là, mon petit théâtre. Et ensuite, moi, j'accepterai tout ce que vous me proposerez derrière. » Donc il y a ça, il y a ce petit quart d'heure ou ces petites 5 minutes qui lui appartiennent, où la personne a parfois besoin de faire son pattern ou son truc, son numéro. Et c'est une façon de donner le change, de garder la face. Donc ça peut être aussi quelque chose qu'on considère à tort comme une résistance. C'est de l'info. De toute façon, il n'y a pas vraiment de résistance. Enfin, c'est de l'info. La personne m'explique comment elle marche et comment elle souhaite rentrer en hypnose. Alors, je mettrai en référence, là, je ne sais pas si je l'avais déjà mis ou pas, mais cet article qu'il faut lire, relire et connaître par cœur, d'Erickson, qui cite cette jeune femme qui souhaitait fumer une cigarette avant une démonstration d'hypnose. Je ne vais pas décrire le cas entièrement ici, parce que ça prendrait du temps, mais franchement, il faut le lire, le relire et le connaître par cœur, parce que c'est vraiment un très très bon exemple. C'est un morceau de l'évangile de l'hypnotiste. Donc ne jamais brusquer, bien sûr, et en effet, la surabondance de parole, on sait très bien, par exemple, quand on donne un discours, quand on fait une conférence, que plus on a le trac, moins on est à l'aise, plus on parle, et plus on parle sans laisser de silence. Pareil en séance aussi, c'est vrai qu'il y a un équilibre dans la parole, savoir glisser les silences, ça montre une confiance, donc voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas croire que la résistance, ça soit une anomalie et que ça soit négatif, surtout pas. Ça fait partie, c'est plutôt une norme, c'est plutôt très bien même. Il y a des personnes qui n'ont pas assez de résistance. Une grosse partie de notre travail consiste à rajouter de la résistance chez des gens qui n'en ont pas assez. Donc en fait, on est en train d'observer un circuit électrique pour voir qu'est-ce qui cloche, est-ce qu'il y a assez ou pas assez de résistance, mais la résistance, c'est une pièce du circuit. C'est pas quelque chose, c'est pas un virus dans un ordinateur, c'est pas quelque chose à supprimer, c'est pas le diable, ça fait partie des mécanismes psychologiques, les différentes résistances en jeu, les différents temps. Par exemple, une personne qui est trop émotive, c'est souvent une personne dont les idées donnent lieu à des manifestations dans son corps qui sont trop rapides. Il n'y a pas assez de résistance, il n'y a pas assez de temps entre l'idée et la réponse idéocorporelle. Donc là, par exemple, il faut augmenter la résistance. Donc c'est un très joli mot, en plus c'est un mot qui historiquement évoque d'excellentes choses, donc bon, de l'héroïsme d'une certaine façon. Donc si une personne dit « je pense que je serai résistant », c'est quand même une référence assez positive. Donc au final, ce mot que je dis « mais ça n'existe pas, les résistances, c'est un mythe, etc. » Non, je pense que ça existe et que il y en a même beaucoup de formes et que c'est formidable et que c'est très intéressant et qu'il faut se pencher dessus, avoir différentes techniques, différents outils, mais surtout avoir beaucoup de patience. Et on voit qu'une grande partie des résistances disparaissent. Et pas hésiter à poser des questions aussi, plutôt que d'affirmer des choses. Ça aussi, ça enlève pas mal de résistance. Mais surtout dans ce que tu dis, la question du temps là, pour l'avoir vécu moi en séance et pour en avoir discuté avec pas mal de praticiens, les gens justement qui ont besoin de plus de temps, ils sont ravis généralement à la fin de la séance que justement on leur ait laissé le temps de travailler. Et moi, c'était les personnes qui m'ont dit ah mais je pensais pas que ça pourrait travailler autant pendant cette séance-là, j'ai vécu des trucs de dingue. Ouais. Alors que toi, tu vois juste une lévitation de bras ou un bras qui descend, mais pour eux, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Bon, de toute façon, quand on a lancé quelque chose et qu'il est en train de se passer un truc à l'intérieur de la personne, à ce moment-là, on attend à côté. On n'a rien besoin de rajouter un petit très bien de plus en plus de temps en temps pour rappeler qu'on est là, pour bien montrer qu'on n'est pas en train de traîner sur son ordinateur ou sur son téléphone, mais sinon, voilà, il se passe un truc, c'est plus notre partie, quoi. Très bien, tant mieux, on attend. Mais c'est vrai qu'en formation, par exemple, je demande souvent feedback aux élèves, qu'est-ce qui dans les exercices qu'on vous a fait pourrait être amélioré, ou qu'est-ce qui a bien fonctionné, et souvent, ce qu'ils disent, c'est j'aurais aimé qu'on me laisse plus de temps, ou ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on m'a laissé du temps. C'est vraiment le truc qui revient le plus, et les gens qui ont déjà des expériences en hypnose et qui découvrent des degrés d'hypnose ils se croyaient résistants, et puis finalement, waouh, ils ont décroché. C'est souvent parce qu'on leur a laissé enfin du temps. Ou par exemple sur la lévitation, le nombre de gens qui me disent mais moi j'ai été formé à l'hypnose, on a tenté des centaines de fois les lévitations sur moi, ça n'a jamais marché. À un moment donné ils vont faire l'expérience avec quelqu'un d'autre, waouh, là ça a marché. Pourquoi ? Parce qu'on leur a laissé plus de temps et moins de pression. Donc c'est souvent ça qui joue quand même, vraiment souvent. Ouais.
Je suis assez d'accord. Tout à l'heure, tu parlais de manque de résistance et ça tombe bien, c'était la prochaine question. Oui. Qui est... Alors là, pour le coup, la personne a vraiment bien détaillé le cas. Il y a une question à la fin. Est-ce que tu es prêt à entendre l'intégralité de sa question? Vas-y, allez, je m'accroche alors. C'est d'être attentif. J'ai vu 2 fois cet homme de plus de 50 ans qui est dans une situation familiale douloureuse depuis longtemps. Il me semble hypnotisé par sa situation. Lors de la première séance, on a échangé et créé le rapport et on a fait quelques phénomènes hypnotiques. En seconde séance, hypnose, exercice hypnotique d'échauffement et induction, et il plonge dans un sommeil hypnotique assez profond. Alors il est assis sur une chaise avec un bon signaling que j'ai par ailleurs relancé en cours de travail pour le passer des mains à la tête et être certaine que ça continuait à suivre. Attends. Oui. J'essaie de me figurer un peu la chose et de mémoriser. Ok, vas-y. Peut-être on mettra la question en intégralité dans la description alors, ou dans les commentaires pour que les gens puissent la relire. Ce sera simple. Vas-y, continue. Donc du coup la personne vérifie, c'est confirmé par le client qui avait la sensation de dormir mais qui m'a dit que c'était une part de lui qui répondait, il laissait juste faire. Puis après ils ont lancé un travail sur un nettoyage intérieur profond, type deuil, pour faire du tri dans sa situation et l'aider à y voir un peu plus clair ou différemment. La question de la personne: une telle capacité à aller en sommeil hypnotique sans réelle suggestion, en ce sens, qui sont faites en ce sens, dès la première fois, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est problématique? Là, la personne se demande si c'est pas une fuite ou autre chose. Elle dit aussi que même si elle a testé plusieurs fois pour être certaine que cela suivait et que ça suivait, elle se pose quand même la question. Et donc du coup elle te demande s'il serait intéressant en seconde séance de travailler un fractionnement pour apprendre à sortir de cet état d'hypnose quotidien au final. D'accord. Parce que au départ, il y avait c'est vrai, la personne disait qu'elle a été hypnotisée par son problème, ça, ou par sa situation. Ouais, c'est ça. Donc et rien là. Ok. Là du coup ce serait est-ce que l'angle de travail, ça pourrait être intéressant de prendre conscience via le fractionnement de cet état d'hypnose quotidien pour en sortir et gagner en capacité de recul, avoir un meilleur point de vue global de la situation, etc. Ouais. Alors d'abord merci vraiment pour la question. Faut s'accrocher un petit peu pour suivre les différents éléments pour que je puisse y répondre, mais d'un côté c'est super. N'hésitez pas à détailler des cas, ce que vous avez fait et tout ça, c'est formidable. Vraiment, ça permet d'avoir une idée un peu plus précise de ce que vous faites, des situations, des différents cas qui vous posent question. Donc ça c'est super. Continuez comme ça. Simplement là, je suis même pas sûr d'avoir très bien compris quel était le problème de la personne et pourquoi elle venait. Je sais pas si c'est dans la question ou pas, mais j'ai compris ce qui a été fait par le praticien, mais je sais plus de quoi se plaignait en fait. Mais bon. C'est qu'elle est hypnotisée par la situation, de la situation familiale douloureuse depuis longtemps. Ouais, bon, on n'en sait pas tellement plus, mais enfin c'est pas grave, on n'a pas tellement besoin d'en savoir plus. Ok. Ouais, là c'est plus sur cette résistance et ce sommeil-là, rentrer dans cette état-là. Alors en effet, c'est très juste de dire déjà que si la personne elle rentre dans un état un peu trop profond, un peu trop vite, ça peut être soit qu'elle a une grande expérience de l'hypnose, donc elle est déjà bien entraînée, ça peut être une chose, mais si elle n'a pas particulièrement d'expérience de l'hypnose, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle fasse confiance à un inconnu à un tel point, au point d'être subjuguée et de tomber comme ça. Ça peut arriver qu'on voit des personnes qui rentrent presque trop vite. On se dit, il y a anguille sous roche. Et en effet, on peut se dire, est-ce que la personne ne serait pas finalement dans une sorte d'état d'hypnose permanent, ce qui l'amènerait à... En fait, voilà, si la personne est dans un état d'hypnose permanent, il suffit d'un claquement de doigts pour qu'elle donne les signes d'une hypnose profonde très très rapidement. Donc on peut le dire ça, c'est vrai que c'est devenu à la mode, toujours la pensée en slogan, c'est un des fléaux qui dégrade beaucoup l'hypnose ces dernières années, surtout avec les réseaux sociaux et les phrases sur Facebook, les citations et autocitations, mais un grand truc qui se répète beaucoup, c'est l'hypnose. On n'hypnotise pas les gens, on les déshypnotise. Bon, c'est Bandler qui disait ça, mais parce que c'était tiré aussi d'Erickson, etc. Mais il y avait un contexte pour ça, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, et en effet, pour qui c'est vrai. Je pense pas que c'est pas très intéressant de le généraliser, parce que du coup, ça perd son sens comme phrase. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est vrai, on voit bien qu'en effet, en réalité, le travail qu'on va faire va surtout consister à les déshypnotiser, c'est-à-dire qu'elles sont dans un état quotidien qui est un état qui a toutes les caractéristiques d'un état d'hypnose. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'induire un état d'hypnose chez ces personnes-là. C'est extrêmement rapide, elles y vont très très vite.
Et c'est pas, c'est vrai chez certains enfants, même si j'ai largement surestimé, ça aussi c'est un peu un mythe chez les enfants, le fait qu'ils vivent dans une hypnose permanente, c'est pas vrai, c'est pas tellement vrai. On pourra en reparler à l'occasion, mais il y a des adultes qui sont dans cet état-là. Déjà, il faut vérifier s'ils sont pas sous médicaments, parce qu'il y a des médicaments, et des psychotropes, des antidépresseurs, des choses comme ça qui peuvent donner ce phénomène-là. Sinon, c'est vrai que parfois des personnes qui ont vécu, qui ont des gros dossiers, se retrouver un peu comme ça, tellement travaillés par ces dossiers-là qu'il y a une dissociation permanente. Alors, faut voir, ce qui est intéressant, c'est de les renvoyer vers un psychiatre pour avoir un premier diagnostic et pour avoir éventuellement une confirmation qu'un travail avec l'hypnose pourra être profitable et n'est pas contre-indiqué, parce que ça peut quand même tomber sous le coup d'une catégorie de psychopathologie qui relève de la psychiatrie. Donc il faut... je le mettrais... En fait, une personne qui rentre vraiment trop facilement en hypnose, de temps en temps, ça peut être vraiment justement un signe, un indice qu'il faut quand même établir un diagnostic qu'un psychiatre ou un psychologue habilité au diagnostic doit établir un diagnostic. Ça peut... Au pire, dans le doute, autant le faire, quoi. Après, ça peut être lié aussi au fait que la personne est très douée pour ça, ça peut être lié au fait aussi qu'elle s'est beaucoup conditionnée, tout simplement, avant le rendez-vous. Donc bon, si elle s'est beaucoup conditionnée, elle a lu, vous avez mis des bonnes suggestions sur votre site, etc., quelque part, l'idée a déjà fait son chemin, et simplement qu'elle était prête au moment d'arriver en séance. Donc si elle rentre très facilement en hypnose, c'est pas forcément un mauvais signe. Mais en effet, on a des personnes chez qui on voit que leur capacité à rentrer en hypnose est telle que du coup ils rentrent en hypnose sans le vouloir, ils ne maîtrisent plus le processus d'entrée et pas tellement le processus de sortie non plus. Et alors l'idée intéressante dans la question de l'idée de fractionner, je suis absolument d'accord avec ça, c'est très intéressant d'apprendre à la personne à rentrer, sortir en hypnose, et lui apprendre l'auto-hypnose, c'est-à-dire lui apprendre des trucs, des rituels, même assez longs, qui prennent plusieurs minutes, pour rentrer en hypnose et sortir d'hypnose. Et elle croit qu'on l'entraîne à l'hypnose, alors qu'en réalité, on l'entraîne à justement mettre du temps à rentrer en hypnose, et à conditionner son hypnose à un rituel. Désormais, il lui faudra prononcer cette comptine, faire ces gestes-là, et ça se provoquera plus tout seul. Et surtout, là où elle ne met pas forcément son attention, c'est qu'on lui apprend à se réveiller, et à se réveiller par elle-même, c'est-à-dire à sortir de l'hypnose, à remobiliser, à réagréger toute sa personnalité, à réhabiter son corps, notamment l'étirement, systématiser l'étirement complet du corps au réveil peut être un très très bon élément. Évidemment, il y a de fortes chances qu'il faille un travail beaucoup plus profond que ce que je dis là, mais c'est des pistes très rapides en lien avec cette idée de pas assez de résistance. Pourquoi pas lui apprendre à réagir plus lentement, c'est-à-dire par exemple je vais lui mettre les mains l'une en face de l'autre, je lui dis à 3, vos mains se rapprochent et se touchent. Hop, elles se rapprochent tout de suite et elles se touchent. Je dis je vais vous demander de résister un peu, elles se rapprochent tout de suite et elles se touchent. Je peux lui dire maintenant, ok, à 3, elles vont se rapprocher, mais cette fois, 2 fois plus lentement. Ok, maintenant, elles vont se rapprocher encore 2 fois plus lentement que ça. Et puis je lui apprends à réagir, je fais le contraire de ce que je ferais avec une autre personne, je lui apprends à réagir plus lentement, et ensuite, même éventuellement excessivement plus lentement, et ensuite à trouver exactement le temps qui serait raisonnable. Et puis, je vais lui apprendre ça sur différents phénomènes, etc., etc. Il y a un truc qui peut être intéressant, c'est justement lui apprendre aussi à avoir un filtre, une sorte de douane, ce que j'appelle le 2 poids 2 mesures, pour prendre les bonnes suggestions assez vite, pourquoi pas, mais pas les mauvaises. Donc il suffit de lui faire la suggestion, de lui dire voilà, je vais vous faire différentes suggestions, je vais vous donner certains mots, vous donner certaines instructions. Dès qu'elles sont mauvaises, soit vous serez indifférent, soit vous pourrez même avoir du rire, pourquoi pas. Ça peut être une façon de remplacer une réaction émotionnelle par une autre réaction émotionnelle mais qui désamorce. Et si elles sont bonnes, à ce moment-là, vous les appropriez, vous en faites ce que vous voulez. Et là, je vais dire par exemple joie, stress, calme, et à chaque fois je laisse du temps évidemment, peur, et ou alors je peux donner des instructions, détendez-vous de plus en plus, ayez de plus en plus envie de vomir, etc. Donc je vais en donner des positifs et puis des négatives, et pour voir si la personne est capable de résister comme ça, de créer de développer une sorte de résistance qui peut passer par l'humour, qui peut passer par le rejet, par la colère, mais des façons de résister aux suggestions négatives. Ah, ça me fait penser à un cas que j'avais oublié. Je vais mettre l'article, je vais mettre le lien aussi à un article de mon blog. Une dame comme ça qui était venue me voir parce elle se considérait comme extrêmement naïve et avait été
manipulé très souvent par des hommes, et on avait fait tout un travail sur la synesthésie. Je lui avais développé, il me semble, je regarderai l'article que j'avais fait sur mon blog là-dessus. Je mettrai donc le lien dans la description de la vidéo, mais je lui avais entraîné à développer des saveurs par rapport aux suggestions. Donc elle avait des dégoûts et des goûts par rapport à ce qu'on lui disait. Par exemple, si on lui disait stress, ça lui créait un dégoût, donc elle pouvait reconnaître dans sa bouche que c'était une mauvaise suggestion. Et surtout, si une personne était mal intentionnée, elle avait soudain un mauvais goût dans la bouche. Si une personne était bien intentionnée, elle avait un bon goût dans la bouche. Bref, son corps lui donnait un indice à travers ça. Donc il y a des stratégies comme ça qui permettent d'augmenter finalement de la résistance chez une personne, de créer peut-être un système de méfiance, en tout cas de protection davantage. Donc là, c'est ce qui me vient à propos de cette idée de sommeil hypnotique. Il y avait aussi l'évocation d'utilisation d'un signaling. C'est un peu la limite du signaling, c'est-à-dire que oui, ça peut répondre, et pourtant parfois l'état d'hypnose est tellement flagrant, tellement permanent, qu'on a l'impression que les réponses sont pas forcément extrêmement fiables, et ça n'avance pas forcément vers quelque chose de très très grand, de très fort. Ce qui va être intéressant en effet, c'est la sortie de l'hypnose dans bien des cas. Mais par contre, ça peut être intéressant quand même de travailler au signaling avec des personnes comme ça au fur et à mesure pour travailler avec de l'hypnose de moins en moins profonde. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va faire des séances et leur apprendre à résister, travailler avec de l'hypnose de plus en plus légère, de plus en plus localisée, où au lieu qu'elles soient comme possédés par leur inconscient dans un état complet d'hypnose, eh bien, on se contente juste de signaux idéomoteurs, en leur disant, vous allez rester réveillés. Au bout d'un moment, on peut leur dire, voilà, durant toute cette séance, je vais vous demander de ne surtout pas rentrer en hypnose. Vous allez rester parfaitement présent et conscient, penser à des choses et d'autres, etc. Vous allez pouvoir bouger sur votre chaise, me parler, etc. Il y a juste votre bras gauche qui sera en hypnose. Et votre bras gauche va me dire oui ou non de telle et telle manière. Je vais lui poser des questions, ou alors on peut faire de l'écriture automatique, mais justement pour localiser l'hypnose à juste une partie du corps. Donc c'est leur apprendre au contraire justement à avoir vraiment à ne pas déstructurer toute leur personnalité à chaque fois qu'il y a un mécanisme inconscient qui surgit, mais juste localiser. Et précisément ce signal oui-non par exemple qui va se localiser sur la main, ensuite on pourra le localiser dans le corps par exemple. Ce qui est pas bête aussi, c'est de leur apprendre à avoir le corps qui est attiré vers l'arrière ou le corps qui est attiré vers l'avant. Et donc, ils peuvent poser des questions à leur inconscient de façon très discrète, en sentant que leur corps va vers l'avant ou vers l'arrière. Ou si une personne leur inspire confiance, le corps va légèrement vers l'avant. Si une personne ne leur inspire pas confiance, le corps va légèrement vers l'arrière. Et voilà, on peut avoir un mécanisme comme ça. Enfin, on peut créer des mécanismes de méfiance ou des mécanismes où la personne va mieux écouter son inconscient sans que son inconscient ait besoin d'être présent et de parler à sa place. Il va rester là où il est, mais il va avoir un petit canal à travers lequel il va quand même pouvoir souffler des réponses et communiquer des infos. Mais sans s'inviter, sans occuper le devant de la scène en disant « Allez, pousse-toi de là, c'est moi qui m'y mets ». Non, il reste dans les coulisses, mais il peut souffler, ou il a le trou du souffleur en quelque sorte. Donc voilà ce qui me vient là-dessus. Ce qui permet de sortir de l'état d'hypnose quotidien, mais de gagner en capacité de recul, parce que justement tu t'en sers à bon escient et avec juste ce qu'il faut pour pouvoir regarder la scène sans en être complètement hypnotisé, et au contraire pour être acteur de ce changement-là, enfin de cette situation, et de la changer, quoi. Oui, et d'ailleurs, du coup, c'est écologique, parce qu'il n'y a pas un déni de cette part inconsciente qui a envie de s'exprimer, si c'est le cas, mais plutôt lui offrir des moyens de s'exprimer qui ne permettent pas à la personne d'être en permanence dissociée. Donc c'est intéressant. J'ajouterais que quand même une chose ça peut être un type d'hypnose extrêmement passive et souvent ce qui va permettre de remettre la personne au boulot et de se construire une personnalité plus solide, etc., ça va être peut-être de rajouter à cette hypnose-là, fractionnement c'est une bonne idée, mais de rajouter de la co-construction, c'est-à-dire rajouter une fois qu'elle est dans l'hypnose, lui poser des questions et construire avec elle ses solutions, la mettre au boulot et pas forcément qu'elle attende tout de notre part, mais vraiment au contraire, ok, vous savez super bien rentrer en hypnose, on va utiliser cet état pour que vous trouviez vos solutions, que vous réfléchissiez, alors qu'est-ce qu'on fait, de quelle manière, et on lui pose des questions. Et donc vraiment discuter avec elle en hypnose, ça peut être aussi une bonne façon de ne pas accepter cette façon de s'offrir, là, allez, je vous donne mon cerveau, changez-moi. Non, ok, vous me donnez votre cerveau, mais on va le regarder ensemble et c'est vous qui allez bosser dessus. Donc ça peut être une bonne chose pour créer pas de la résistance, mais créer du répondant finalement. Donc pour créer du répondant, il faut poser des questions. Ok.
Avais-tu un complément à apporter ou est-ce que c'est bon pour toi? Parce que je pense que tu as pas mal répondu là. Bon, on pourra toujours revenir dessus s'il y a des questions complémentaires, mais la résistance, la résistance et puis l'absence de résistance, c'est un vaste thème, donc vraiment on pourrait revenir dessus avec plaisir, mais là j'ai rien d'autre qui me vienne spontanément. Bien, de toute façon, sinon on va refaire des lives de 1h30, 2 heures, donc je pense que c'est bien de s'arrêter là pour le moment. Ouais, ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup Nico, donc on se retrouve la semaine prochaine pour les prochaines questions. Avec plaisir, merci à toi. Et merci à tous. Retrouvez tous les podcasts sur garnier-hypnose.com. Posez vos questions, donnez vos avis et vos expériences dans les commentaires. Partagez le podcast sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouveautés. Cliquez sur like. Voilà, parlez-en autour de vous. Faites de la pub pour ces podcasts. Faites-les vivre. Retrouvez les liens et le menu dans la description de la vidéo. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite santé, bonheur et tout team. À la prochaine. Ciao.